Bonjour, je vais maintenant vous parler de la pensée probabiliste. Donc, quand on parle d'enseignement des probabilités, vous avez déjà lu dans vos lectures là, qu'on veut favoriser le développement de la pensée probabiliste chez les élèves, mais il faudrait un petit peu s'entendre sur qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi cette fameuse pensée probabiliste. Donc, l'objectif de la capsule, ben, ça cadre dans l'objectif du cours d'aborder des concepts théoriques dans ce cas-ci, en lien avec le domaine mathématique des probabilités. Donc, on va voir certains concepts, certains modèles, en fait, euh, qui ont visé à définir ou au moins circonscrire la pensée probabiliste. Donc, la question du jour, c'est la pensée probabiliste, c'est quoi? Donc, comme je disais, on veut développer la pensée probabiliste des élèves, mais c'est quoi? De quoi ça retourne, la pensée probabiliste? Ben, pour répondre à cette question-là, il y a plusieurs modèles qui ont émergé là, dans les recherches, mais il y en a deux qui sont plus reconnus là, dans les écrits scientifiques là, pour catégoriser le développement de la pensée probabiliste. Donc, il y a celui de, peut-être que Piaget, ça vous dit quelque chose, donc Piaget et Enelder qui ont proposé un modèle en 3 étapes. Donc, 3 étapes de développement de la pensée probabiliste, alors qu'il y a peut-être 45 ans plus tard environ, il y a Jones, Langrel, Thornton et McGill qui ont suggéré un modèle en 4 stades. Donc, on va aller voir ces 2 modèles-là, puis toujours dans l'idée d'exercer un jugement critique. Donc, on va faire ressortir, on va les comparer, faire ressortir certaines forces et limites aussi. Donc, si on commence avec le travaux de Piaget et Nelder, donc ce qu'il y a de la particularité en fait, c'est que c'est un modèle qui est basé sur l'âge. Donc, les 3 étapes sont liées à des facteurs liés à l'âge en fait. Donc, ce qu'il a fait à travers ses recherches, c'est qu'ils ont pu montrer qu'à partir de tel moment, ben, on change de... À tel âge, on change de période. Donc, eux, ils ont défini la première période comme étant la période intuitive pour une étape d'un enfant qui a moins de 7 ans. Donc, dans ce cas-là, l'enfant ou l'élève, ben, il est incapable de distinguer un événement certain d'un événement possible. Il va avoir tendance à dire, si je dis que je gagne dès que j'ai dès que j'ai 2, 3, 4, 5, 6, disons, avec mon dé, 2, 3, 4, 5, 6, ben ça, c'est un événement qui est possible, mais ça va arriver souvent que je vais gagner avec 2, 3, 4, 5 ou 6 en lançant mon dé. Je vais perdre seulement avec le 1. Un élève pourrait penser, ah ça c'est certain que tu vas gagner parce qu'il y a beaucoup de cas qui me font gagner. Un élève aussi qui est toujours à cette première étape là, à la période intuitive, si on le présente un jeu non équiprobable, l'élève va choisir celui qui est sorti le moins souvent. Donc, si par exemple, j'ai des billes et c'est presque juste des billes rouges, puis j'ai une bille noire, et j'aurais rouge, rouge, rouge. Donc, c'est non équiprobable parce qu'il y a beaucoup de billes rouges et une seule bille noire. Mais là, l'élève pourrait penser, lui, je vais dire quand même que c'est noir, il ne sort pas souvent, il est dû pour sortir. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de récence négatif. On reviendra aux conceptions dans une capsule ultérieure. Une autre manifestation de cette première étape-là, c'est face à 2 situations de même rapport, l'élève va choisir celle qui contient les plus grandes quantités. Donc, si on te demande, est-ce que tu préfères, si tu gagnes, disons, avec une bille rouge, est-ce que tu préfères dans un sac piger celle où il y a, dans un sac où il y a une bille rouge et une bille noire, ou celle où il y a 2 billes rouges et 2 billes noires? C'est le même rapport, mais il y a des élèves qui vont dire, j'aime mieux aller dans 2 billes rouges, 2 billes noires, parce que s'il y a plus de billes rouges que l'autre où il y a une seule bille rouge. Donc, il ne s'appuie pas sur les rapports. À la deuxième étape, donc quand l'élève est entre 7 et 12 ans, il entre dans une période qui a été appelée la période opératoire concrète. Donc, c'est quoi dans cette période-là? L'élève va distinguer un événement certain d'un événement possible, ce qui n'arrivait pas dans la première étape. Puis là, c'est un début de quantification des probabilités, mais toujours avec des difficultés à dresser la liste de tous les cas possibles. Donc, par exemple, pour avec 2 dés, si on s'intéresse à la somme de 2 dés, l'élève pourrait remarquer qu'il y a des sommes de 2 à 12, mais il a du mal à dresser la liste de tous les cas possibles, les 36 cas possibles, puis il pourrait penser, par exemple, que c'est autant probable d'avoir une somme de 2 qu'une somme de 7, par exemple, ce qui n'est pas le cas. Donc, l'élève va avoir des difficultés à modéliser une situation probabiliste, souvent identifiée par manque de connaissances. Il n'est pas encore rendu là dans son développement cognitif, il manque de connaissances. Toujours selon ce même modèle-là de Piaget et Nelder, à la 3e étape, donc quand l'élève atteint l'âge de 12 ans, il entre dans la période opératoire formelle. Donc là, à ce moment-là, il est capable de construire le concept de rapport qui est nécessaire là, pour quantifier les probabilités.
Puis, il va développer ce qu'on appelle l'analyse combinatoire. On va y revenir, mais tout ce qui est dénombrement de combinaisons et d'arrangements et de permutations. Donc, le développement de l'analyse combinatoire qui est dans des calculs un peu plus avancés, disons, au secondaire. Donc, ici, je ne sais pas si vous voyez une critique à ce modèle-là en 3 étapes selon l'âge. Mais moi, de mon côté, ben, le modèle soutient que tous les élèves du secondaire seraient à cette étape-là. Là. Tous les élèves du secondaire entrent au secondaire à 12 ans ou plus. Donc, tous les élèves seraient rendus là, alors qu'on sait très bien qu'il y a des élèves de première secondaire qui n'ont pas encore construit le concept de rapport pour quantifier les probabilités. L'analyse combinatoire est clairement pas développée encore à 12 ans non plus. Donc, si on pourrait dire, bon, mais c'est peut-être pas à 12 ans, c'est peut-être à 14, mais encore là, juste l'idée d'âge, en fait, peut poser problème. Pourquoi? Parce que on pourrait penser aussi que un élève qui a entre 7 et 12 ans est forcément ici selon la deuxième étape, selon ces auteurs-là, mais on pourrait penser qu'un élève qui a 10 ans pourrait être rendu là aussi. Donc ici, on pense que, en tant que didactien des mathématiques, on pense que c'était des travaux faits en psychologie à l'époque. On pense maintenant que les facteurs ne sont pas attribuables juste à l'âge. Oui, on sait que les connaissances se développent avec le temps, mais ce n'est pas attribuable juste à l'âge. Donc là, ici, il y a un deuxième modèle qui est apparu environ 45 ans plus tard, à l'aube des années 2000. Donc, et ce modèle-là n'est pas basé sur l'âge. Donc, il y a 4 stades de Jones et ses collaborateurs. Premier stade, c'est où le raisonnement de l'élève, il va être basé sur des croyances subjectives. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver, par exemple? C'est, si j'ai une roulette, même si sur ma roulette, disons, il y a une grosse partie là, en bleu puis une petite partie en rouge, et je tourne ma roulette, puis je demande à l'élève où va s'arrêter la flèche, dans le fond, alors que j'ai une grande partie bleue et une petite partie rouge. Donc, ici, l'élève pourrait dire, ben moi, je préfère le rouge, c'est ma couleur préférée, donc moi, je pense que ça va tomber sur le rouge, même si c'est une toute petite partie par rapport à toute la roulette. Donc, il va s'appuyer comme ça sur des croyances subjectives. Au deuxième stade, selon ces auteurs-là, l'élève va être capable de déterminer l'univers des possibles dans une expérience où il y a une seule étape. Donc, si je lance un seul dé, je suis capable de dire que mes résultats sont 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, et il développe certaines stratégies pour une expérience à 2 étapes, un peu comme je disais tout à l'heure, il est capable de voir que ça va être des sommes de 2 à 12, mais lorsque vient le temps de déterminer une probabilité, l'élève va être incapable de tenir compte de plusieurs facteurs. Par exemple, de se rendre compte que d'avoir 1 et 3, disons 1 sur mon dé bleu et 3 sur mon dé vert, ben c'est un résultat qui est différent de si j'ai 3 sur mon dé bleu et 1 sur mon dé vert. Donc d'avoir, dans le fond, de tenir compte de l'ordre ici par rapport à mes 2D pour bien voir en fait mes 36 cas possibles. Donc ça, c'est l'élève au deuxième stade. Il commence à avoir certaines stratégies, mais on n'y est pas tout à fait encore. Au troisième stade, l'élève est capable de déterminer les probabilités à partir d'un raisonnement basé sur des jugements quantitatifs. Il comprend la probabilité conditionnelle. Donc, c'est quoi la probabilité conditionnelle? C'est, par exemple, sachant que j'ai déjà pigé une bille bleue, dans mon sac, qui a la probabilité de piger encore une bille bleue. Donc, dès qu'on a en fait des événements qui sont dépendants, donc qui tiennent compte de ce qui s'est passé précédemment, ben là, ici, pour en tenir compte, on est dans le cas d'une probabilité conditionnelle. On va revenir à ça dans les modules suivants. Donc, l'élève qui est là aussi va avoir quand même des difficultés encore avec le concept de fraction. Donc, il va les utiliser, les fractions, mais il y a encore des difficultés. Puis, même si ces raisonnements sont basés sur des jugements quantitatifs, là, par exemple, il va reconnaître le nombre de cas favorables, le nombre de cas possibles, mais des fois, son explication va être plus qualitative. Donc, il va dire, OK, ma probabilité de gagner est plus grande que ma probabilité de perdre, mais sans quantifier, sans dire, OK, ma probabilité de gagner avec un 2, 3, 4, 5 ou 6 sur mon dé, c'est 5 sixièmes. Là, on serait vraiment dans un jugement, dans une explication quantitative, mais là, peut-être qu'il dirait à la place, je vais gagner plus souvent que je vais perdre. Donc, son explication va être plus qualitative. Au quatrième stade, l'élève, il dispose des stratégies pour trouver l'univers des possible d'une expérience, qu'elle soit à une ou plusieurs étapes. Il va avoir développé le raisonnement quantitatif, il comprend bien les probabilités conditionnelles, puis il comprend suffisamment les concepts de fraction et de rapport. Donc ça, c'est comme l'étape finale selon ces auteurs-là, puis on peut dire que l'élève a développé complètement sa pensée probabiliste.
Donc, si on émet quelques constats sur le développement de la pensée probabiliste, il y a un ouvrage très important, le Shaughnessy en 1992, qui avait fait le point en fait sur toutes les recherches en probabilité qui avaient été faites des décennies précédentes. Puis il va identifier que le concept de rapport il est primordial. Donc quand on veut développer la pensée probabiliste, une probabilité c'est quoi? C'est le rapport entre le nombre de cas favorables et le nombre de cas possibles. Le concept de rapport est central. Mais il y a des difficultés à comprendre et à utiliser le vocabulaire associé à la probabilité. Donc, même si on peut penser que c'est simple, le vocabulaire en probabilité, ben non, il y a encore plusieurs petites nuances qui sont pas simples, comme je disais, le glissement entre certain et quelque chose de possible très probable qui devient certain. Donc, il y a des glissements comme ça. Dans le même sens, quelque chose qui est rare, en fait, il y a des élèves qui vont dire que c'est impossible, ça n'arrive pas souvent, donc c'est impossible, mais c'est pas tout à fait le cas. Donc, on reviendra là aussi sur le vocabulaire. Puis, les élèves peuvent se fier aussi à d'autres facteurs pour juger une situation probabiliste, comme leur couleur préférée, l'âge des participants, leur expérience, en disant que, par exemple, l'âge des participants, si un jeu, puis le grand frère joue contre le petit frère, mais c'est un jeu aléatoire, un jeu de hasard, le grand frère va être meilleur parce qu'il est plus âgé, alors qu'il n'en est rien là, si c'est vraiment un jeu aléatoire. Donc, ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'approche probabiliste qui est principalement reconnue dans les deux modèles qu'on vient d'aborder, c'est principalement l'approche théorique. Donc oui, il est question un petit peu d'approche subjective là, avec les prédictions, les élèves qui ont des croyances subjectives, mais c'est vu dans une façon déficitaire, dans le fond. C'est, l'approche subjective, on la considère pour montrer les manques de l'élève, il ne fait que s'appuyer sur son jugement, mais c'est pas vu vraiment dans l'idée de développer l'approche subjective. Donc, si nous, on voulait aller, je dis nous parce que je travaille avec Vincent Martin et Marianne Aumier, on a travaillé sur un nouveau modèle. Donc, on sait qu'il y a plusieurs propositions qui existent déjà. Donc, comme je vous ai dit, il y a des travaux de recherche qui situent une progression développementale par rapport à l'âge des enfants, là, qui a été fait plus dans les années 50. Depuis, il y a eu d'autres travaux, là, d'autres modèles qui voient le développement du raisonnement probabiliste comme une progression de la subjectivité. Donc, on parle là, vraiment de l'approche subjective. L'élève commence, fait des prédictions, tout ça, mais c'est comme dans le sens de ça, c'est pas très bon. Vers les expériences, c'est un petit peu mieux, jusqu'au calcul théorique qui est vu vraiment comme ce qui doit être développé. Donc, il y a vraiment une espèce de biais là, par rapport aux trois, de façon de voir les trois approches. Au lieu de les voir comme sur un même pied d'égalité, il y a vraiment de le voir là, que c'est le théorique qui est au sommet. Donc, notre intention dans ce nouveau modèle-là, c'est dans l'idée de se dégager de l'âge des enfants, puis de tenir compte des trois approches probabilistes. Donc, voici notre modèle qui est encore en construction. On en a fait une première ébauche dans un chapitre de livre en 2023. Puis le modèle continue à se développer, mais on suggère en fait une conceptualisation sur le développement de la pensée probabiliste en 4 stades qui ne tient pas compte de l'âge, mais qui tient compte des trois approches. Donc si on regarde le stade 1, ou l'émergence de la pensée probabiliste, donc la personne va baser ses prédictions, ses décisions et ses explications relatives à une situation probabiliste très simple, en reconnaissant le rôle du hasard et en prenant appui sur son expérience informelle, souvent considérée de manière erronée, donc, mais c'est un point de départ, ou un raisonnement expérimental ou théorique très simple. Donc, ça laisse la place ici à la fois à l'approche subjective, il fait des prédictions, il s'appuie sur son expérience informelle, donc l'élève pourrait penser, moi je me rappelle que quand j'ai déjà joué à ce jeu-là, j'obtiens pas souvent des 6, ça arrive moins souvent que j'obtiens des 6 que les autres, par exemple. Puis un raisonnement expérimental ou théorique très simple. Au stade 2, on est à l'amorce de la pensée probabiliste, donc la personne va baser ses prédictions, ses décisions et ses explications relatives à une situation probabiliste simple sur ses expériences vécues antérieurement. Elles sont parfois considérées de manière erronée. Dans un contexte similaire, donc un raisonnement expérimental simple et une analyse théorique qualitative. Donc on est dans ici le côté qualitatif de l'approche théorique, en commençant tranquillement à juxtaposer les raisonnements issus des approches probabilistes. Donc, on les juxtapose dans le sens où on est capable d'être un peu dans l'approche subjective, puis dans un moment, l'approche fréquentielle, puis en autre moment, de façon simple, l'approche théorique de façon qualitative, mais sans nécessairement les mettre en relation, les articuler. Au stade 3, donc l'élève serait en consolidation de sa pensée probabiliste. Donc, la personne va baser ses prédictions, ses décisions puis ses explications relatives à une situation probabiliste sur des informations pertinentes, sur un raisonnement expérimental un peu plus complexe,
puis une analyse théorique quantitative de la situation, en commençant à articuler les raisonnements issus des approches probabilistes. Donc, on voit une certaine progression, puis stade 4 qu'on veut viser, qu'on est conscient que, même si ce n'est pas basé sur l'âge, on est conscient que peut-être qu'à la fin du secondaire, il y a des élèves qui peuvent s'y rendre, mais il y a peut-être des élèves qui ne s'y rendront jamais, même comme adultes. Donc, la pensée probabiliste avancée, la personne va baser ses prédictions, ses décisions et ses explications relatives à une situation probabiliste complexe en articulant le raisonnement issu des 3 approches probabilistes. Donc, il va avoir un raisonnement critique et prudent. Il va prendre appui sur des informations pertinentes, notamment de nature fréquentielle ou théorique. Il va avoir un raisonnement expérimental complexe en faisant des liens avec la statistique, puis un raisonnement théorique complexe s'appuyant sur des calculs avancés. Au secondaire, on peut penser que globalement, on va avoir des élèves qui normalement devraient se situer quelque part dans les stades 2 et 3, mais encore là, avec des exceptions, parce que ce n'est pas un modèle qui est basé sur l'âge. Donc, je vous invite à noter, à faire ressortir quelques éléments que vous retenez de cette capsule. Donc, on a pu définir ou au moins circonscrire la pensée probabiliste avec des modèles. On en a vu 2 déjà existants, puis on a pu les comparer en exerçant un jugement critique pour considérer les 3 approches probabilistes dans un 3e modèle que mes collègues et moi suggérons. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez.